Bon vendredi tout le monde et bienvenue dans le show du vendredi où vous voyez les meilleurs moments de nos intervenants des émissions dans toute liberté. Édition un peu plus courte cette semaine, sachant que le docteur Karim Layoubi du s'absenter n'a pas pu faire sa chronique et également sachant que je suis en remplacement de Frank dans les Yann et Frank, donc il n'y a pas de bulletin de nouvelles cette semaine, également la semaine prochaine pour le show du vendredi, mais quand même, on a eu des bons moments cette semaine avec nos intervenants, donc on commence immédiatement. À l'envers, cette fois-ci, on commence avec Sensei Pascal Derry qui nous parlait de la réalité des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat au Québec et à quel point on considère la politique comme une game de hockey. Très chanceux d'avoir une copine qui m'aide à tous les jours. Un gros merci. Une chance qu'elle est dans ma vie. Moi, je crains les obstacles en bois, puis c'est elle qui est peinturée. Elle est bien bonne avec le rouleau. Puis... Chérie, t'es bonne avec le rouleau. Repasse une deuxième couche. Regarde-moi dans les yeux. Okay. Il manque une petite épaisseur sur le coin ici, là. Ouais, roule en haut, roule en bas, ah ouais, roule en haut, roule en bas, ah ouais, lâche pas, let's go. Triple épaisseur, vas-y. Triple épaisseur. On se reprend dans 4 heures quand tout va être sec et lavé. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce voix-là pis ce personnage-là, mais c'est pas grave. Mais présentement, la réalité des entrepreneurs, oubliez pas ça, là. Ça continue à fermer. Cette année, c'est l'année que le jarret coupait. L'année prochaine, ça va être pire. T'as 25% des entreprises canadiennes, selon les chiffres, là, sur la FCEI, qui allaient faire faillite au courant de l'année. Dans la restauration, c'est en train de passer à la grade. Je vous parle, puis... Ouais, puis c'est au Québec qu'il y en a le plus. À travers le Canada, c'est prouvé, là. On est une économie de PME, puis la majorité, c'est des PME de moins de 50 employés ou moins de même 25 employés. Fait que c'est avec des scènes qu'on fait des pièces, mais le problème, comme tu dis, on n'a pas toute la capacité financière de donner autant de cash d'actes de même, là. Fait que ça scrapait toute la chaîne. Ouais, puis t'as le clown à Trudeau qui est venu à Montréal, là, peut-être 2-3 mois pour une réunion, une rencontre d'hommes d'affaires, whatever. On lui a posé la question, là, tu sais, êtes-vous sensible au cri des micro-entreprises qui disent, hey, moi, payer 60 000 ou le 20 000 de plus que je pourrais avoir, là, moi, ça peut sauver un salaire, moi, ça peut sauver l'année scolaire de mon enfant, ou ça peut payer ci, ça peut payer ça. C'est la réponse de cave, comme il peut l'être. Ça a été, ben, à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. Ça, c'était noir sur blanc. Au pire, aller chercher sur Google, c'est noir sur blanc dans la presse. Encore une fois, si t'es con, c'est ce que tu réponds. Si le gars, c'est pareil. Vous parlez des vieilles histoires, là. Ouais, c'est ça, c'est des vieilles histoires. Mais c'est parce que quand t'as un salaire de 140 000, 200 000 par année, c'est sa réalité-là, là, tu flottes, là. Si t'as une micro-entreprise dans laquelle il faut que tu mettes 70-80 heures plus juste pour la garder à bout de bras, puis dire, hey, moi, je prends mon projet, hey, moi, je suis passionné par ce que je fais, hey, moi, j'aime la gang qui visite, la communauté que j'ai ici, je vais essayer de travailler fort pour la garder. Sans sac, eux autres, là. Eux autres, là, ça lit le petit livre plate, ça fume le soir sur le coin de la table, ça top les affaires, puis ça passe à autre chose. L'arrogance qu'on a aujourd'hui aurait pas lieu si on avait eu une oreille. Que tu sois un incompétent, au pire, je vais passer ça deuxième, t'es prêt à écouter puis à mettre des choses en action. On a eu zéro de ça. Il y en a présentement qui rushent un moyen temps, là. C'est des gens qui sont tellement des belles qualités, qui sont travaillants. Tu sais, si t'as pas la passion, si t'as pas la résilience, si t'as pas la persévérance, la détermination, des Christy de belles qualités, oublie ça que tu meurs dans ce domaine-là. Me semble, puis je pense que c'est vraiment vrai, là, même Jean-Luc Mongrain en parlait il y a fort longtemps, je pense que c'est toujours ça. Quand j'en parle, je dis tout le temps que le Québec est comme un genre de gros désert pour l'entrepreneuriat. On fait pas la promotion de ça, au contraire, on a comme un genre de vieille mentalité qui vient un peu de notre héritage catholique, qui dit que quelqu'un qui fait de l'argent, c'est sûr que du fourrer ou crosser quelqu'un pour faire cet argent-là, que faire devenir riche, c'est pas vu comme de quelque chose d'honnête. C'est comme, ah lui, là, il a dû sûrement voler l'argent des autres pour avoir ce cash-là. Puis on a vraiment un gros problème, le Québec, ou les Québécois en général, avec l'argent, ou avec la richesse en général. Et sachant qu'on a un gouvernement, justement, qui nous avantage plus souvent qu'autrement, ah non, l'entreprise privée, c'est quoi, du privé, va des rétro-satana, du méchant capitalisme, tu sais, ah non, là, c'est le bon saint gouvernement qui va prendre la relève, tu sais. C'est particulier, il y a tellement de particularités pour le Québec. La plupart, à ma vision, sont négatives. Mais une des positives, c'est qu'on a une culture entrepreneuriale qui est extrêmement forte. Ça, tu sais, faut que tu t'en rendes compte. Pour t'en rendre compte, faut que tu sortes du Christy de village. Fait que, déjà là, si t'es Uniline, puis pour toi, tes vacances à Gaspésie, où je dépasse pas Gatineau parce que rendu là, c'est des étranges. Oublie ça, là. Je veux pas t'avoir dans le débat, t'as pas mérité ton droit de parole. Hey, il parle fort. Non, tu restes dans un village, t'es ignorant, ferme ta gueule. Mais quand tu vas à l'extérieur, puis tu peux comparer les autres cultures, puis d'observer le monde, puis t'informer, puis t'intéresser, ben tu peux te rendre compte de ce qui va mieux ici ou ce qui va
pire ici. Là. Il y a bien des affaires qui vont pire ici. Une affaire qui va mieux, c'est qu'on a vraiment une culture entrepreneuriale forte. Ce qui va pire ici, c'est qu'on a encore notre Christie de mentalité de taouin, de village, le voisin d'en face, il y a ci, il y a ça. Maudit, villageois, immature, pauvre. Une mentalité de pauvre. Tu sais, les francophones, là, étaient dans le prolétariat pendant longtemps, malgré la Révolution tranquille, puis les mesures étatiques de Jean Lesage pour émanciper les francophones, là, 50 ans, 60 ans, on a encore la même Christie de mentalité de pauvre de prolétariat. Heureux les creux, le royaume des cieux est à eux. Tu sais, c'est surtout ça. Là. Ça se tique encore, même encore aujourd'hui. Il disait, il se part tout le temps en vacances, ou il y a ci, il y a ça, ou c'est je me moi, ou comme si le mot capitalisme, ça veut dire profiteur. Ça, oui, c'est ça. C'est ça, man. C'est des rengaines que je faisais à la radio il y a 15-20 ans. Ça n'a pas changé, puis ça changera pas, parce qu'on est des villageois, la tête dans le CUL, puis au lieu de penser à progresser, on pense à s'ostiner encore à l'Assemblée nationale sur le Christie de français. Maintenant, aussi longtemps qu'on va faire ça, restons cons. Ouais, mais quand je vois qu'il y a un gouvernement comme la CAQ qui a sorti une des pires lois linguistiques depuis les débats avec Robert Bourassa, il y a 30 ans, il y a des compagnies qui ont décidé d'arrêter de faire affaire avec le Québec à cause des obligations linguistiques. Quand je vois que là, on remonte avec le PSPP THX 3000 qui va revenir avec encore ce débat-là. Là, on remet à la promotion des affaires qui ont été discutées là 20 ans, là 30 ans, là 40 ans. Il n'y a rien de nouveau, là. C'est tout du monde qui pense pareil. Puis le Québec, c'est tout le temps la même maudite affaire. Des ignorants politiques et économiques. Un moment donné, ils donnent un T-shirt d'un bord de l'Assemblée nationale. Puis là, quand ils sont pas contents. 4 ans après, ils mettent le T-shirt de l'autre bord de l'Assemblée nationale. Ça fait ça depuis tout le temps. Puis en termes de changement d'idées, on a souhaité fort de changement d'idées. Si vous prenez 3 minutes de votre temps, puis vous faites une petite recherche politique, vous allez vous rendre compte que les gens présentement d'un parti à gauche puis à droite, là je dis d'un bord de l'Assemblée puis l'autre bord de l'Assemblée avec le banc, pas une question d'idéologie, ben Christie, il y a 4 ans, il était l'autre bord, puis il était à gauche, puis il était ci, puis il était ça. La politique au Québec est un des seuls endroits que je connais que la politique est traitée comme le hockey, c'est-à-dire. Alors, on échange le député d'Iberville du PQ dans 4 ans avec celui du libéral. Fait que là, ça a la même face, haute pancarte. Là, tout le monde fait comme ça. Personne réagit. On est supposé être en débat d'idées dans un parti politique, sacrément. C'est supposé être un branding. C'est pas supposé d'être une équipe, c'est supposé avoir des idées différentes. Mais Christy, on est tellement masturbatoire dans nos idées que les gens qui se présentent en politique peuvent avoir un bargaining deal d'un bord puis de l'autre. Un sacrement, si tu crois en tes valeurs, puis l'autre cogne sa porte. Moi, demain matin, j'ai fait la campagne conservatrice aux dernières élections, puis je savais que je me battais contre le courant, c'est un moyen temps. Mais quand même de la CAQ frappait à ma porte, disait « Hey, Suzanne Roy, ça représente pas, on aimait ça, tes pancartes, ta valeur jeune. Peux-tu embarquer avec nous autres? Hey, c'est 140 000 piastres, là, pour faire une différence dans la société. » Là, si je dis oui, j'ai l'air de quoi? Je dirais pas oui. Ah, si je crois pas en votre système, je suis pas vos valeurs. C'est ça l'opportunité. C'est ça ma madre qui est venue te voir, parce que me semble que t'as une bonne impression. C'est une voix que j'ai sortie de même. Dans ma tête, il y avait quelqu'un qui frappait à ta porte, clong, clong, clong. Hey, bonjour, je représente la coalition Avenir Québec. Là. On a bien aimé ta dernière campagne. Ça va l'air swell. Tu veux-tu représenter la CAQ aux prochaines élections? Mais il y en a combien qui disent oui pour avoir la... Il y en a combien? Il y en a en sacrifice. Ah oui, en tabarouette. Qui disent oui à cause de l'argent. Puis même dans mon organisation, là, un moment donné, il fallait que je me signe avec du monde dans mon organisation. Parce qu'on me disait, ben là, faut que tu penses un peu à ton image, faut que tu sois ici. Tu sais, faut que tu penses que si tu es élu, c'est 140 000 par année. Pour ma réponse, elle dit, je m'en contre du 140 000. C'est pour ça que je vais là. Sacrément, je commence à penser aux 140 000. C'est là que je suis déjà corrompu en partant. Je vais là pour changer les choses. That's it, that's all. Mais du monde de même, il y en a peu ou pas à l'Assemblée nationale. Ou peut-être qu'il y en a, mais ils sont vraiment juste pas bons. Cette semaine, avec Maître Jonathan Poulain, on parlait de nos chers maires et mairesses militants, et plus surtout, en fait, de ce qu'ils appellent une orgie de taxes qu'ils veulent nous imposer, et qu'à quel point ça n'a pas de bon sens. Tu regardes ça aller, puis tu dis, mais sur quelle planète les maires et les mairesses... Je vais pas mettre les 1200 maires et mairesses dans le même... Ouais, Luce Dano n'est pas là-dedans, là, c'est sûr. Mettons que je mets les maires et mairesses des grandes villes, là, ceux qui sont là dans la religion de tramway bord en bord des villes. Là. Tu te dis, mais à quoi ils pensent à un moment donné? Parce que là, on le sait que le gouvernement Legault nous a fait un très beau cadeau, hein, l'hypocrisie. Ils ont fait une campagne électorale à casser du sucre sur le dos de Québec solidaire en parlant
taxe orange, la taxe orange. Puis il a ridiculisé un peu QS avec ça, pas sans raison d'ailleurs, parce qu'on se rendait compte que ça n'avait pas de maudit bon sens qu'un véhicule familial, etc. Et là, on se rend compte que la CAQ a donné le pouvoir aux villes d'aller augmenter quand même de manière significative la taxe sur l'immatriculation. Et la crosse là-dedans, on se rend compte, puis là, il y a des maires et des mairesses qui se plaignaient de ça, c'est que ceux qui vont le faire, le gouvernement du Québec se garde une cote pour des frais d'administration. Les frais administratifs, la plus grande Tu sais, joke quand de tu es l'histoire. habitué de fourrer le monde, là, tu n'as le tour pour trouver les entourloupettes. Alors, là, ils ont fait ça. Là, les maires, là, tout émoustillés, sont contents, se sont réunis. Puis là, non seulement ils demandent l'augmentation de la taxe sur l'immatriculation, mais ils demandent aussi de hausser la taxe sur l'essence, comme si ça n'était pas assez élevé. En plus, avec Trudeau au fédéral, avec sa taxe carbone, et ci et ça. D'ailleurs, il y avait un bel article, je pense que c'est de Michel Girard, Michel Girard, ouais. qui démontrait, tu sais, quand il n'arrête pas de dire la taxe carbone ne s'applique pas au Québec, démontrait qu'il y a quand même des façons que ça s'applique. Là. À la base, puis on s'entend-tu que le Québec, c'est pas encore autosuffisant. Là, donc, tous les produits qu'on achète là, dans les autres provinces qui ont de la taxe carbone, qui c'est, vous pensez, qui la payent, hein? Consommateurs. Alors, les entreprises qui achètent des produits, des services là, de l'Ontario, des autres provinces canadiennes qui ont une taxe carbone, pensez-vous qu'ils ne se font pas refiler la facture? Alors, ceux qui vous disent que la taxe carbone ne s'applique pas au Québec, là, c'est intellectuellement assez court comme conclusion. Hashtag le gérant d'Éric Lapointe. On ne peut plus admettre qu'on a tort. On dirait qu'on est comme dans cette mentalité-là depuis environ minimum 20 ans, sinon plus que ça. On ne peut jamais reculer. On est tout le temps à dire, mais non, nous sommes au 21e siècle, nous sommes dans l'ère de la numérisation, nous sommes dans l'époque moderne, nous sommes dans le nirvana de l'histoire de l'humanité. Mais on ne peut pas reculer, on ne peut pas couper dans les fonctionnaires, on ne peut pas couper dans notre on est pas coupé, on augmente le nombre de fonctionnaires, puis on a moins de services. Ben, c'est ça! Tu sais, si on veut se dire, OK, c'est quoi, mettons, une analyse un peu plus, mettons, profonde, là, moi, je pense que c'est le fait qu'on a une structure où on a 3 paliers de gouvernement. Le municipal, le provincial, le fédéral. Puis en théorie, chaque palier ont leur carré de sable. Je peux dire, légalement, on va parler de juridiction, là, mais ils ont leur carré de sable. Ben, en ce moment, tu as une espèce de déséquilibre fiscal, puis les gens respectent pas leur carré de sable. Fait qu'ils font à peu près tout et n'importe quoi ce qu'ils veulent. Puis là, après ça, il manque d'argent. Alors, tu sais, je veux dire, les villes, là, je veux dire, tu sais, quand tu vois le maire de Québec aller se promener à Boston pour les changements climatiques, mais tu te dis, c'est quoi l'affaire? Faire Justin Trudeau faire des programmes de nourriture dans les écoles, puis des programmes de soins dentaires, mais c'est quoi le rapport? Produits d'hygiène féminine à Longueuil, puis les trousses pour les nouvelles mères avec des jouets en bois éco-responsables pour la Valérie Plante à la Ville de Montréal. On peut-tu revenir au carré de sable, s'assurer que ce travail-là est fait correctement? Comme tu le dis, ben si le carré de sable, sans déborder, là, ben il n'y a plus assez d'argent, ben là, on pourra discuter justement des sources de revenus puis de la façon dont c'est administré. Mais là, le bar est ouvert. Là. Chaque palier ne respecte plus sa juridiction, font ce qui le tente, ils font ce qui, dans les sondages, peut avoir l'air bien, puis ils dépensent. Puis, tu sais, récemment, il y a eu un sondage, la semaine passée, un sondage léger là, sur, tu sais, est-ce que les gens considèrent là, que le taux de taxation est trop élevé, ça. C'est toujours élevé comme résultat, mais c'est la première fois que c'était aussi élevé. Tu sais, le monde dit, là, on en a jusque-là, mais si, mettons, tu prends exemple, prends dans les médias mainstream, là, mettons, je prends TVA, LCN, Radio-Canada, puis regarde le commentariat, à peu près 80% que non, les impôts, c'est important, la redistribution de la richesse. Et vous voyez, Elsie Lefebvre se débattre contre toute diminution de quoi que ce soit. Elsie Lefebvre. Alors, tu dis, OK, mais l'avatar du modèle. Le commentariat est tellement déconnecté de ce que les gens, dans le fond, puis là, on a un sondage qui est quand même assez éloquent à ce niveau-là. Fait que tu te dis, on peut bien avoir des politiciens déconnectés parce qu'on a des politiciens qui se gouvernent en fonction de ce qui se dit dans les médias, mais les médias sont tellement loin des préoccupations des gens en général que tu te dis, OK, mais dans le fond, ils se parlent entre eux autres puis ils rient de nous autres. C'est essentiellement ça le bottom. Puis ça nous coûte cher. Avec notre microbiologiste Serge Cloutier, on a parlé d'un sujet alimentaire dans Yann et Frank. C'est assez rare. En fait, c'est de la viande cultivée en laboratoire qui a été interdite dans 2 États américains. Est-ce une nouvelle industrie qui mérite d'être cautionnée ou au contraire, il faudrait être méfiant?
pour en revenir aux viandes, comme je disais, fabriquées en laboratoire, en fait, il faut quand même un peu mettre un bémol parce que pour l'instant, je veux dire, il y a une seule type de viande qui a été autorisée, qui est en vente présentement. Je pense que c'est vraiment plus en Californie ou dans l'Ouest américain. C'est le poulet. Il n'y a pas encore eu d'autorisation pour le bœuf ou le porc. Fait que ça se vend même pas encore, à part en Californie. Mais en Californie, pour l'instant, je pense que la seule vente qui se fait, parce qu'il y a 2 compagnies principales, dans le monde, on peut parler peut-être, selon les articles que j'ai vus, entre 45 et 150 compagnies qui travaillent là-dessus. Il y en a 2 qui ont été approuvées par la FDA en Californie. Puis eux, pour l'instant, je pense que la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils collaborent avec des restaurants. Des restaurants spécialisés, mettons, de la haute cuisine ou tout le genre. Fait que, parce que c'est une petite économie encore. Tu sais pas encore, on est loin de la production de masse. Là, on est vraiment dans le microcosme. On est pas dans l'anguillon, mais quand je peux dire ça, c'est très embryonnaire, un peu comme industrie qui commence. C'est très embryonnaire. Pour donner un exemple, quand on parle du poulet, aux États-Unis, il se produit 50 milliards de livres de poulet par année. Puis, tu sais, une usine, mettons, pour l'instant, de viande en laboratoire, ils vont fournir peut-être 400 000 livres de viande de poulet. Peut-être une couple de millions, là, s'ils réussissent, puis ça part, puis ça scale up. Fait qu'on est loin de remplacer le marché au grand complet. En fait, chose intéressante, il y a à date, à part les États-Unis où ce que la FDA a approuvé, il y a le Singapour qui a approuvé la vente partout dans le pays de poulet. Fait qu'il y a probablement un petit marché entre certaines compagnies dans le monde ou en Californie avec Singapour pour vendre justement du poulet qui vont surtout se servir pour faire des satés ou des viandes hachées. Là. On est très, très loin d'avoir des steaks et des briskets puis des filets de porc. Là. C'est ça, parce qu'en plus, en tout cas, dans l'article, il précise justement que l'Alabama et la Floride peuvent continuer quand même à faire des recherches dans cette industrie-là, puis les trucs là-dedans. C'est juste que c'est vraiment la vente qui n'est pas autorisée. Tu sais. Au moins, ils les empêchent pas. Ils sont pas genre, OK, sacrez votre camp d'ici, on veut pas vous voir. Fait que, tu sais, je comprends que d'un autre côté, t'es un agriculteur, ça a toujours marché de même. Personnellement, d'un autre côté, je me dirais, tu sais, OK, je comprends, là, mais puis je sais que c'est un site, pour ce qui est de l'agriculteur avec les normes environnementales, mais qu'en Alabama, pour en Floride, ça doit pas être si extraordinaire que ça. Peut-être plus des normes fédérales. Mais oui, c'est tough. C'est sûr qu'avoir encore de la nouvelle compétition, c'est un autre game changer, mais encore là, c'est comme tu dis, ça va à l'encontre de la volonté du marché. Si, justement, on est capable de faire, en tout cas, pas maintenant, mais un jour, on s'est capable de faire la même quantité de viande, mais justement, les fermes conventionnelles d'aujourd'hui, la quantité de foin qu'on a de besoin, l'énergie qu'on doit utiliser pour le chauffage des bâtisses pour les animaux, puis le traitement et tout ça, si on est capable de couper de ça quasiment du 3/4, avoir la même quantité de viande. J'ai pas goûté, on s'entend non plus. Ça va, tu sais, s'il y a vraiment une différence de goût, puis ça goûte quasiment le synthétique, on s'en jasera. Mais si ça goûte la même affaire, je connais pas, peut-être tu pourrais me répondre là-dessus, parce que tu sais, il y en a des sortes de viande, tu sais, que tu choisis le taux de gras qu'il y a dedans. Fait que je me demande, je sais pas s'ils sont capables d'encore rendu assez technologiquement avancé pour être capable de modifier ça, parce que il y en a qui aiment leur viande avec une épaisseur de gras, il y en a qui aiment ça ultra maigre, c'est un peu comme un steak haché finalement. Là. Fait que si ils sont capables de faire ça aussi, ben, le problème est réglé. Là. Non, c'est ça. Puis je pense que je sais pas à quel point ils sont avancés au niveau technologique là-dessus. Je sais que c'est quelque chose qui se travaille. Mais tu sais, par exemple, pour le poulet, j'avais vu une vidéo justement qui parlait sur YouTube où ce que genre le gars qui allait tester ça puis qui dit lui, tu sais, il trouve que ça goûte le poulet, tu sais. Il disait ouais, mais tu sais, genre poitrine de poulet, tu sais, c'est moins bon que des hautes cuisses de poulet. Fait que là, tu sais, il dit oh, ben, on peut, tu sais, genre acheter un peu plus de gras, fait que c'est le truc nutritionnel des viandes, ça peut être modifié aussi, puis ça peut être ajusté. Là. Ce qu'on pourrait voir aussi dans le futur, c'est genre être capable, bon, ben, tu sais, on dit, bon, faut que tu manges du poisson parce qu'il y a plein d'oméga 3, oméga 6, mais tu sais, je veux dire, la possibilité de modifier légèrement le poulet ou le bœuf pour produire des oméga 3. T'as bien raison, parce que tu viens de me faire réfléchir à de quoi, justement, autant que la viande, on va l'avoir, mais tu sais, ils ne reproduiront pas les os qu'il y a avec, là. Non, il n'y a aucun os. Fait que le trip barbecue, mettons un genre de steak tomahawk ou une lampe d'agneau ou justement des ailes de poulet, justement des spare ribs ou des côtes levées, c'est terminé, là. Non. Tu sais, en gros, c'est de la viande désossée, là. Tu sais, c'est du steak ou du steak haché ou des steaks tel quel, mais même les T-bones, il n'y aura plus de T puis il n'y aura plus de bone. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, je comprends que ça reste de la viande, ça va sûrement être aussi nutritif quelque chose, mais c'est vrai que ça enlève un peu le côté spécial du cooking, si on peut dire, de la cuisine un peu, tu sais, puis il y a tellement de recettes reliées à ça. Tu te dis, c'est... Ils vont dire, on s'en fout, là, ça reste que l'os que tu le manges pas pareil. Je le sais que je le mange pas l'os, mais tu sais, il y a un trip à manger des
des côtes levées, comme manger des chicken wings. Oh, oui. C'est juste manger, je sais pas, mettons, un nugget ou whatever, c'est pas le même trip, là, c'est juste ça. Non, tout à fait. Puis, tu sais, je dis pas que c'est impossible de faire ça un jour, mais quasiment tout est possible. Il faut juste aider la technologie. Mais pour l'instant, ça, c'est vraiment juste des protéines. Comme pour le bœuf, je suis pas trop au courant, là, mais. Il pourrait prendre des imprimantes 3D puis nous faire des genres de faux os en collagène ou une affaire de c'est con, mais j'y pensais, justement. Tu sais, si tu produis, genre, protéines de viande là, genre cartilage là, truc d'os là. Peut-être pas en plastique, mais mettons un genre de produit qui ferait un genre de simili-os, mais sans en être un, finalement. Là. Who knows? On sait pas ce qui peut arriver. Mais tu sais, comme le poulet, c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a une des compagnies ça, qui formait leurs protéines dans des moules, fait que ça ressemble vraiment à une poitrine de poulet. Apparemment, ça goûte pareil comme une poitrine de poulet, ça a la même qualité nutritionnelle. Moi, je pense qu'il y a des gros avantages de ça. Je pense que, comme tu dis, ça remplacera jamais le marché. Comme tu dis, moi, je suis pour que, tu sais, genre, ce genre de compagnie-là puisse développer, innover, puis tu sais, je veux dire, si personne ne veut en manger, ben, ils vont faire faillite, ils vont faire d'autres choses, mais tu sais, je serais le marché, mais tu sais, moi, je pense que quand on parle peut-être de plus de viande hachée, c'est genre des petites portions, des boulettes de bœuf ou des petites poitrines de poulet, des autres genres, tu sais, si ça peut, genre, être utilisé pour des pays en voie de développement, justement, si on est capable de descendre le prix, puis que ça peut être intéressant pour eux, puis leur fournir plus de protéines animales, justement, pour qu'ils soient, tu sais, moins affamés, qu'ils brûlent moins de forêt parce qu'il faut qu'ils fassent pousser des affaires, ou il faut qu'ils rasent une forêt pour mettre leur bœuf puis leur vache. Fait que, tu sais, déjà ça, c'est un gros, win. Il faut juste savoir l'utiliser de la bonne manière. Puis c'est drôle parce que c'est ça, on en parlait un peu avant. Frank m'a laissé une petite jobine de plus avant de partir. Il était présentement en Europe. C'est ça, avant de partir, il n'avait pas eu le temps de faire les timestamps pour l'épisode 132 du Trio économique sur les plastiques que pour les membres gratuits, vous allez avoir dans plusieurs semaines. Et pour les Patreons, vous l'avez déjà. Justement, c'était pas nécessairement le lien avec la viande, mais tu sais, Pierre Desrochers là-dedans, à quel point il nous montre en diapositive. C'est surprenant les technologies qu'on prend pour acquis, à quel point ça prenait du stock à faire. Les alternatives, mettons, les affaires faites en ivoire ou peu importe, ou en bois durci, la quantité d'énergie animale, puis tous les subséquents, puis les produits subséquents, puis les industries qui roulaient, puis tous les produits dérivés, contrairement à, mettons, justement, le pétrochimique puis le plastique d'aujourd'hui, à quel point on sauve des forêts, on sauve l'environnement, on sauve des vies animales tellement on est avec ces technologies-là qu'aujourd'hui, on dit, waouh, le pétrole sale. Ouais, mais ton pétrole sale, ben, justement, ton bœuf, il peut encore vivre à cause de ça. Fait que, on s'en rend souvent pas compte. On prend tellement tout pour acquis, autant nos cellulaires que ce qu'on porte aujourd'hui. Je pense que c'est plus leur côté redneck un peu des États du Sud républicains qui ressort dans ces histoires-là. Là. C'est comme un genre d'affaire de la sorcière qu'en fait, c'est juste une alchimiste, mais pas sorcière pantoute. Mais vu qu'on n'a aucune idée c'est quoi ou comment ça marche, on crie à sorcière puis tout le monde va brûler. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Là. Et on termine avec Jacinthe Varel qui voulait absolument commenter l'article du sociologue de l'UQAM paru dans Le Devoir qui comparait les conservateurs canadiens et québécois à des méchants pétro-masculinistes. C'est comme si c'est rendu une honte, premièrement, d'être un homme dans notre société actuelle. Là. Juste d'être un homme, c'est comme condamnable. Et d'associer toute l'industrie pétrolière au conservatisme, aux hommes, au masculinisme, ça me renverse. Ça me renverse parce qu'au fond, c'est nier la vie quotidienne d'un paquet de Canadiens. Puis tu l'as dit en introduction, je suis présentement à Saint-Jean-Terre-Neuve, Newfoundland, puis ici, à Terre-Neuve. J'aime bien découvrir, c'est important, hein? En fait, on le dit souvent, c'est important de sortir de notre région, de notre ville, de notre province. C'est important de sortir et d'aller voir ce qui se fait ailleurs puis de se comparer. Mais je trouve que c'est important aussi de connaître notre pays parce qu'il y a des dérives qui se passent, même au Canada, mais dont on voit peu ou on voit moins parce qu'on est au Québec. Puis au Québec, on est une société distincte avec une culture un peu différente du reste du Canada. On le voit là, dans plein de dossiers. Il y a le Québec et il y a le reste du Canada, mais ça vaut la peine de se promener puis de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Puis ça nous fait sortir de notre cocon. Puis des fois, j'ai l'impression que ces chercheurs-là, ils sortent pas assez. Ils sortent pas assez de leur cocon. Parce que si tu te promènes dans ton Québec au complet, pas juste Montréal, puis pas juste le corridor Montréal-Québec, mais si tu te promènes dans toutes les régions du Québec, si tu te promènes dans toutes les régions du Canada, puis que tu vas pas juste dans les grandes villes, Toronto, Vancouver, mais que tu te promènes un peu, tu te rends compte que la vaste majorité des Canadiens vit en milieu rural, dépend de la voiture, et c'est pas mal. C'est pas mal de dépendre de la voiture. Il y a rien de mal à ça. Quand je suis arrivée à l'aéroport de St. John's lundi, la première chose que j'ai faite en débarquant à l'aéroport, j'ai loué une voiture. Et je voyage en auto solo à Terre-Neuve. Puis je suis bien contente de ça parce que ça me permet de visiter plus que juste le centre-ville de St. John's à pied. Et de toute façon, il pleut à boire debout ici.
Donc, même si je m'étais dit, je vais m'apporter des chaussures de marche, puis je vais marcher, il pleut. Donc, je visite en voiture. De toute façon, ça me permet de visiter un plus large territoire. Donc, ça m'a permis de sortir de Saint John's, puis d'aller dans les banlieues, puis d'aller voir ce qui se passe. Puis, tu sais, au-delà là, de les poches de hockey qu'on met dans nos voitures, de nos enfants, tu sais, parce qu'on parle souvent de l'automobile comme étant le moyen de transport optimal pour ceux qui ont des familles, pour les parents, parce que oui, on drop des enfants, on laisse des enfants à la garderie, on en laisse d'autres à l'école, il y a 2-3 stops à faire le matin pour déposer les enfants, 2-3 stops le soir, on est souvent pressé dans le temps aussi, on n'a pas le temps de faire ça en trajet d'autobus, sauf si on habite peut-être sur le plateau Mont-Royal, puis que nos enfants vont à l'école sur le plateau Mont-Royal, puis qu'on travaille au centre-ville de Montréal, dans certaines configurations, mais sinon, la majorité, c'est ça que je veux dire, c'est que la majorité des Canadiens dépend de l'auto, et il n'y a rien de mal à ça, puis qu'on ait de moins en moins de petites voitures, puis de plus de SUV, comme ils m'ont dit ici à l'aéroport. Quand j'ai loué ma voiture à l'aéroport, le prix le moins cher que j'avais, c'était pour un pick-up. Justement, Jacinthe, voyons voir au Canada, quelles sont les voitures les plus populaires, les voitures les plus vendues au pays, toutes provinces confondues, parce que, tu sais, il en parle un peu dans son article, M. Dufault, tu sais ça, il parle de la culture albertaine, puis tu sais, la culture du pétrole de l'Ouest, donc ça serait uniquement centré dans cette région-là, selon lui. Tu sais, les maritimes, je sais pas, même le BC ou whatever, je te mets comme tu dis, Terre-Neuve, embarque pas là-dedans. Je vous montre ça à l'écran. Les voitures les plus populaires au Canada 2024, en termes de rang, tu sais, number one en termes de plus vendues. Voiture SUV la plus vendue 2024, Ford Série F. Oh! Hey, numéro 2, Dodge Ram 1500. Oh! Numéro 3, Toyota RAV4. Oh, maudite gang de 4, GMC Sierra. Hey, ça n'a pas de bon sens. Hey, il y a donc bien des pétro-masculinistes. Numéro 5, Chevrolet Silverado. Ben, tabarouette. Honda CR-V. Ah, vois-tu, on arrive Toyota Corolla arrive au 7e rang pour avoir enfin une voiture. Pour ça, c'est le Honda Civic, Nissan Rogue, Hyundai Tucson, Mazda CX-5. Écoute, on est encerclé, Jacinthe, de pétro-masculinistes et de pétro-féministes. Comment ça? Voyons donc, là, faut s'abréger du pétrole. Ouais, article de la presse, plus de 140 milliards dans les énergies fossiles en 2023. Ouais, parce que devinez quoi? Ils font du rendement. Le monde consomme encore de l'essence, gagne de l'air. Le monde achète encore des chars. On pense souvent pétrole égale essence, mais on oublie pas que le pétrole, c'est le plastique. Puis il y a tellement tout qu'on porte, qu'on utilise, fait partie du pétrole. Fait que dans quel monde qui vit? C'est une utopie, c'est de vouloir imposer sa propre vision aux autres. Et c'est particulier parce que je me dis, on n'a jamais été dans une société aussi ouverte à la différence puis à le laisser vivre. Hein? Tu veux te sentir un homme aujourd'hui, une femme demain, puis un petit cochon après-demain. Tu as le droit, tu sais. Puis tu as le droit de te sentir ce que tu veux. On respecte le droit de religion, l'identification au genre que tu veux, à la saison que tu veux, à la période de ta vie que tu veux. Faire une transition, tu peux faire une transition. Tu veux détransitionner, tu vas détransitionner. On est ouvert à toutes les différences, mais la différence dans le mode de vie, vouloir vivre selon ses propres convictions quand il est question d'avoir recours au mode de transport te convient à toi. Là, on a un blocage, puis on veut imposer une vision unilatéralement à tout le monde. Et on veut rendre honteux, parce que c'est ça aussi, on veut que les gens soient honteux, on veut pousser les gens qui se conforment pas à ce mode de pensée-là dans un sentiment de honte et de culpabilité. D'arriéré, vous êtes dans le passé. Hey, le pétrole, vous êtes tellement passé à date. On est rendu dans un transport collectif. Oui, c'est ça. Puis de toute façon, c'est pas tout le monde qui a un mode de vie qui permet ça. Là. De toute façon, il y a des horaires de travail, il y a les conditions familiales, il y a toutes sortes de considérations, puis les vies mouvementées des familles. Il faut avoir une famille pour comprendre. Peut-être, je comprends, là, mais quand tu as 2-3 enfants puis qui font 2-3 sports différents, puis qu'il y en a un qui va à une école, l'autre va à l'autre établissement scolaire parce qu'ils ne fréquentent pas le même établissement scolaire pour une question de niveau, pour une question de sport-études ou quoi que ce soit, les parents séparés dans le portrait, les familles reconstituées. Je veux dire, on a des vies complexes, on a des vies où on est hyper productif sur toutes les facettes de nos vies. On est hyper productif dans notre famille, on est hyper productif au travail, dans nos loisirs, partout. On bouge énormément. Et puis de s'entasser dans des cages dans un centre-ville, puis d'avoir son travail à moins d'1 kilomètre de là. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Sachez que les En toute liberté sont disponibles du lundi au vendredi sur le YouTube et le Spotify de Yann et Frank. Et si vous voulez voir davantage de contenu exclusif, abonnez-vous au patreon.com/isénéchal. Bon week-end tout le monde.